Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour le numéro... Yep, yep, yep. Ah, il a faim, hein. Est-ce qu'il veut pas se faire celui-là? Le numéro 5 du Bismarck. Donc là des attaquants, une partie de la coque et aussi du coup la remontée une partie de la remontée des ancres. Donc nous allons voir avec le côté tribord et bâbord. Donc voilà. Donc je vous dis du coup action et à toto, a todos. Estados Unidos. Podremos abrazarnos cuando podremos tocarnos, cuando podremos estar uno al lado del otro. Donc, nous voilà du coup devant le fameux numéro 5 du Bismarck. Nous allons du coup avoir quelques parties de castillage du bateau. Donc comment on va le mettre et tout ça au niveau du coup du plancher, etc. Et donc de différentes parties. Donc là nous retrouvons ensuite au niveau de l'histoire du Bismarck et de sa destinée, donc une partie de l'histoire de l'Allemagne. Donc où nous retrouvons donc comment dire ça, donc leur rêve à eux, quel était leur rêve par rapport à l'Allemagne nazie. Donc déjà donc d'avoir une flotte supérieure à tout le monde et de pouvoir dominer les Anglais de leur côté, puisque eux de leur côté c'était leur rêve, du coup avec leur rêve d'être auprès des Anglais, c'était leur référence à eux, avec du coup par exemple comme on voit ici donc Chamberlain ici, et avec l'inauguration de ce fameux bateau qui était conçu pour écraser la flotte anglaise. Nous avons donc ici le fameux Bismarck qui a été lancé le 15 février 1939. On va voir ici le départ du lancement. Donc sur les chantiers de Blom and Voss de Hambourg. Donc avant qu'il voyage jusqu'en Pologne, bien sûr, avant qu'elle soit annexée. Donc là, de toute façon, on va en parler. Donc là, ça va parler de différentes parties au niveau de l'Allemagne. Donc comment est-ce que l'Allemagne a conquéri d'abord l'Europe, puis ensuite s'est attaquée du coup aux Anglais. Donc là, on voit donc une bataille navale donc qui a affronté du coup avec l'amiral Graf Spee donc au Montevideo. Donc oui, parce qu'à l'époque donc il y avait cette histoire toutes les colonies, bien sûr. Donc on avait que toutes les colonies anglaises, toutes les colonies françaises, toutes les colonies allemandes. Même si bon, bien sûr, l'Empire, donc ça en parlera plus tard, je vous en parlerai plus tard, parce qu'il y a un article dessus, donc je reviendrai plus tard dessus. On retrouve ensuite du coup donc des Allemands qui marchent en milieu de Paris, donc quand Paris a été pris. Donc le 14 juin 1940. Ensuite, donc là, on voit lors de l'attaque des Allemands, ils ont attaqué Londres, bien sûr, pour pouvoir régner et prendre. Et même aussi, ils ont eu l'idée aussi même de débarquer, c'est incroyable, de débarquer même sur les côtes anglaises. Donc malheureusement, qui s'est pas totalement faite. Heureusement, malheureusement, je sais pas dans quel sens le savoir. Donc voilà. Donc on parle un peu de cette avancée éclair, comme ils disent, la Blitzkrieg. Donc voilà, avec donc l'armée allemande. D'un côté, nous avons la Luftwaffe pour les Allemands, donc côté aérien, et côté aérien, du coup côté anglais, c'est la Royal Navy, Royal Air Force, pardon, excusez-moi. Donc et côté maritime, nous avons la Kriegsmarine et je sais pas trop si je le prononce mal, hein, bien ou pas. Et de l'autre côté, nous avons en face donc la Royal Navy, donc qui est très connue. Donc expliquer un peu qu'ils ont eu quand même, ça a été facile pour eux de début, mais ils ont eu quelques complications, par exemple pour récupérer la conquête de la Norvège. Donc la Suède c'était très rapide, mais par contre la Norvège ils ont eu quelques difficultés avec l'armée de la Suède. Je sais pas comment ça se prononce, je sais pas trop c'est quelle armée qu'ils ont exactement sur place. Je pense qu'ils doivent avoir une royauté sur place, hein, je suis pas sûr. Et à l'époque, je parle.
Et ensuite nous avons retrouvé du coup donc voilà. Retrouvons du coup d'autres images avec du coup un Panzer, ici un Panzer allemand, donc c'est des chars allemands les plus connus, hein, qui ont été très très actifs, donc les plus développés, les plus produits dans cette époque-là, côté allemand. Donc nous on avait pas mal d'autres chars de l'autre côté, hein, bien sûr, hein, donc les chars français, etc. Je suis pas trop un gros spécialiste des chars français, donc je pourrais pas trop vous dire précisément, à part le char Leclerc bien sûr. Et donc voilà, qui est le plus connu, hein. Le reste je les connais pas du tout. Nous retrouvons donc ici le type Kirti, donc le jumeau du Bismarck, qui a été photographié en 1941, dans une baie. Et oui, à cette époque-là aussi, donc avant de tourner, avant de dire ça, les Allemands, donc déjà ils essayent de bloquer un peu les liaisons marchandes, c'est l'objectif premier pour affaiblir du coup l'ennemi. Et donc lors de cette conquête là ils ont remarqué, même c'est ce qui s'est passé, hein, parce que la différence entre la première guerre mondiale et la seconde guerre mondiale, c'est que déjà à l'époque, bon les avions, il y en avait des avions à cette époque là, mais ils sont apparus, oui ils ont participé, mais c'était beaucoup moins présent que dans la seconde guerre mondiale. Donc les chars aussi sont venus beaucoup plus tard, donc c'est pour ça qu'on a eu la guerre des tranchées principalement, où il y avait du coup deux armées qui s'affrontaient l'une à côté de l'autre, en face de l'autre. Donc ensuite du coup nous retrouvons avec les légendes de navires de guerre et de cuirassés. Donc un peu l'évolution, qu'est-ce que c'est que le cuirassé exactement? Donc c'est un bateau qui a été recouvert, à l'époque les bateaux ils étaient en bois, comme vous avez pu le voir du coup dans le numéro 4. Ils étaient en bois sur plusieurs ponts, avec l'évolution donc et la découverte aussi du coup de la poudre à canon, etc. Des machines à vapeur, c'est ce qui a fait du coup croître ces distances là, etc. Les moyens de transport. Donc voilà, voilà. Juste ça fait une très belle introduction, hein, pour la suite. Pour l'instant j'ai encore rien reçu non plus, hein. Enfin je sais pas trop si à cette heure là je l'aurai reçu quand je vous l'enverrai. Dans 2 semaines, je l'enverrai dans 2 semaines, hein, que je l'ai fait. Là, actuellement, on est le 5. Donc voilà, avec les différentes cheminées, etc. Donc là, on avons en premier temps, donc c'est les Français qui ont commencé, avec le navire du coup la Gloire, la frégate la Gloire. Ensuite, il y a eu les Anglais qui ont créé donc le Warrior, avec donc un blindage assez impressionnant quand même en termes d'épaisseur. 11 cm de blindage, c'est énorme. C'est le monde comment ça flotte cette histoire là. C'est impressionnant. Ensuite du coup donc il y a les Allemands. Donc à la fin qui s'y mettent, et donc on peut voir ici donc une photographie, une peinture même du coup de ce fameux bateau allemand. Du coup avec les 4 cheminées, etc. Vraiment sans celui-là par contre comparé aux autres navires anglais et français, celui-là il est du coup sans mât, puisque à l'époque les mâts, donc de toute façon ils expliquent un peu l'histoire, vaut mieux le lire. Je n'ai pas envie trop de spoiler, mais je suis quelqu'un qui raconte beaucoup, donc voilà. Bon voilà, donc avec différents combats aussi qui s'est passé, donc voilà. Je passe très rapidement. On passe du coup à la bataille navale, les batailles navales célèbres. Voilà, bataille navale célèbre. Nous retrouvons du coup le Cap Cornell et les Falklands. Voilà, les Falklands. Donc voilà, on peut voir à peu près la situation actuelle. Donc ça s'est déroulé pendant la Première Guerre mondiale. Donc les Allemands contre les Anglais. Comment est-ce que cette bataille s'est déroulée exactement? Donc voilà. Et qu'est-ce qui a gagné au final? Mais je laisse la surprise pour la suite. Et donc voilà, du coup au prochain numéro, nous retrouvons du coup une section de la quille, comme on peut voir juste ici, une très belle section de la quille, hein, ça c'est le seul gros morceau. Ça va être un sacré poids celui-là. On va bien avancer cette coque, hein. Je suis content. Ensuite du coup avec le Bismarck, l'histoire du Bismarck, on retrouve les ingénieux compromis, la légende d'un navire de guerre, le destroyer. Les batailles navales célèbres, donc avec le Cap Cornell,
Donc ça c'est la suite de cette bataille-là. Apparemment, il y a eu une contre-attaque. Donc est-ce que c'est les Allemands qui ont contre-attaqué ou est-ce que c'est les Anglais qui ont contre-attaqué? Ah ah, à voir. Et ensuite, nous retrouvons les chroniques de guerre de là où on s'était arrêté la dernière fois, de 510 jusqu'à 480 avant Jésus-Christ. Donc là, ça va être encore les affrontements entre les Grecs, les Romains, donc les Étrusques, etc. Alors, dans un premier temps, nous retrouvons donc en 5-1 du coup une grosse partie de la pièce de la coque du navire. Donc, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de retirer ça, je sais pas à quoi ça sert. Je vois ça, je sais pas. Donc voilà. Donc il y a de très belles traces de dos aussi. Hein. Non, rien, ça sert à rien, ça c'est pas trop grave ça. De toute façon, ça sera à l'intérieur, on s'en fout. Niveau qualité, il n'y a rien à dire. Il n'y a aucune bavure. Donc voilà. Aucun bavurage à faire, etc. Donc, une des pièces de sortie. Ensuite, nous retrouvons en 2-2 donc une pièce de jonction une pièce de jonction qui est en plastique, celle-là. Enfin, si celle-là est en métal, celle-là en plastique. Ensuite, nous retrouvons donc plein de petites pièces. Hein. Donc, bien sûr, je vais les garder dedans parce que j'ai pas envie que ça saute. Comme ils disent ça, les capots de protection des puits des chaînes. Donc voici, hein, on peut voir ici un peu en beau détail. Attendez, hop là, je sais pas trop si vous arriverez à voir. De toute façon, ça tient bien même sans appuyer. Voilà. Ici à ce niveau-là. Très belle pièce, hein, franchement, rien à dire. Au niveau des défauts, il n'y a aucun défaut. Quelques bavures, mais c'est pas grand-chose. Ça se verra pas. Quelques flushs, comme on dit donc, pour les maquettes plastiques. Faut vraiment que j'ai un plus gros spot. Hein. Ensuite, donc les deux pièces, hein, je vais pas mettre les deux. Ensuite, nous retrouvons donc ces parties-là, qui sont donc, j'imagine, des volants. Ou comme ils disent, eux, donc des têtes de cabestan. Vraiment bien faites, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. C'est propre. En plastique aussi. Nous retrouvons ensuite du coup comme ils disent ça, les tambours de cabestan, rouge et vert. Pourquoi rouge et vert? Puisqu'il y en a un qui a un tribord et l'autre qui a un bâbord. Tribord, ça c'est pour la tribord, c'est pour la gauche. Du coup là, donc là c'est pas un tribord, c'est plutôt un bâbord, puisqu'il est vert. Et le rouge, c'est pour le tribord. Donc rouge, donc voilà. Donc rouge, gauche, donc voilà le rouge pour le tribord. Nous retrouvons ensuite du coup différentes parties avec l'arbre de cabestan qui se situe juste ici. Une très belle pièce, hein, franchement il n'y a rien à dire. Une belle moulure, pas de bavure. Nous retrouvons ensuite du coup c'est ces pièces là. Hein. Non, c'est l'autre pièce à côté. Je regardais pas. Ces pièces-là, qui servent de partie inférieure des tambours de cabestan. Donc c'est toujours la partie des tambours de cabestan. Niveau qualité... ouais, donc je vais peut-être mettre un petit coup de... Ouais, pour nettoyer un petit coup, mais il n'y a pas grand-chose. Et nous retrouvons ensuite du coup les deux petites pièces. Aïe. Bref, ça va, c'est resté dedans. Les deux petites pièces du coup des limiteurs de chaîne qui sont ceux-là. On verra où tout cela va se placer. Et du coup aussi avec cela-ci nous avons deux vis AM. Encore des vis AM, les voici. J'en ai déjà 4. Donc voilà, donc ça il faut vraiment bien les garder bien les conserver puisqu'elles vont nous servir après pour le numéro 11. Enfin, vaut mieux en avoir en rab, hein, franchement, personnellement. Et surtout avoir un très beau tiroir, un très gros tiroir pour stocker toute cette pièce là parce que vous verrez à la fin de la vidéo déjà toutes les pièces que l'on a, il y en a beaucoup. Et à mon avis, quand on aura l'assemblage de tout ça, ça va faire du bien. Et ça va prendre de la place. De toute façon, on est là pour ça, pour avoir un très beau bateau, d'une très belle pièce, de très belle qualité. Magnifique. Donc, on y va pour le montage. Hop là. Mes vis. Je retourne.
Hop là. Et on va mettre du coup cette partie là et ici. Et nous allons visser le tout. Toc, tac, toc. Et hop là, on visse ça comme ceci. Alors, est-ce qu'il sera comme l'autre ou pas? Il ira vraiment à fond. Ah bah il bouge pas celui-là. Bon bah je verrai du coup pour l'autre hein, parce que celui-là il bouge pas. C'est incroyable hein. Je ne comprends pas pourquoi l'autre il bouge. Peut-être que j'ai pas assez forcé. Donc voilà, la partie 1 de fait, étape 1 de fait. On part à l'étape 2 où je vais récupérer du coup le pont avant. On peut voir juste ici. Donc, très belle pièce du pont avant, il n'y a rien à dire. Et là on va encore l'agrémenter, ça va être encore plus beau. On commence déjà par le montage du coup des puits des chaînes et des limiteurs de chaînes. Donc les 3 et 4. Bon voilà. Nous retrouvons ici. Nous allons positionner du coup ces pièces là, qui sont les chaînes pour retenir les chaînes. Et ceux-là ils vont se positionner juste ici. Alors, est-ce qu'il y a une demi-lune? Pas du tout. Bon, il faut les positionner juste et l'autre là. Donc là voilà, ça va être tenu comme ça. Et il faut les coller du coup avec ma petite colle Rebelle. Ça va. J'ai eu peur que ça se dégage, que le bout se barre. Peut-être mis un peu trop là. Ya. Ouais, ça va baver, mais bon, ça se verra pas trop. Ça va baver. Bref, pas trop baver, non? Oh, tant pis, ça se verra pas trop au pire. Faut que je limite pour l'autre. Et de l'autre côté, du coup, je récupère la pince. Donc voici les deux parties mises. Et là du coup on va mettre les protèges de chaîne, des puits des chaînes, qui se situent juste ici. Ouais, à mon avis je pense qu'il faudra peut-être agrandir le trou plus tard. On verra, on n'est pas encore là. Je crois qu'il y a de l'évaluage à faire dessus. Du coup les puits des chaînes c'est celle-ci. On la récupère, on met juste une shotgoutte par-ci, une shotgoutte par-là, et on emboîte tout ça. Donc je fais un petit essai déjà à blanc, pour savoir est-ce que... Oui, il est faux. Bah, ça va. Ah, ouais, j'ai quand même en mettre. Je vais mettre une légère, vraiment légère. Voilà, j'ai mis vraiment une légère goutte dessus. Il n'y a pas de L ni de droite. Ok. Donc une de mise. Et on passe à la deuxième.
Et voici la deuxième. Donc franchement ça a un beau rendu, il n'y a rien à dire. Donc voilà, très très beau rendu. Ensuite on continue. Et là on s'occupe des cabestans. Enfin des cabestans, plutôt des remontées de tambour de cabestans, c'est ça, pour remonter les encres. C'est ça les cabestans. Donc les deux cabestans qui se situent là. Là en rouge, donc par rapport à tribord et bâbord. Donc on commence du coup par le vert, comme ils disent, du coup par le bâbord. Pas d'abord, bâbord. Du coup, on voit déjà dans un premier temps si cela ça s'emboîte dedans. Donc là, nous avons un trou, et là du coup, le trou avec le petit bitonio dedans. Oui, ça s'emboîte bien, mais il faut mettre de la colle, parce que là on voit bien que ça tient pas du tout. Hop là. On met un petit coup de colle. Et hop. Comme ceci. Et on l'enfonce dans le petit bitonio. Comme cela. Voilà. Ça, je le retourne. Ensuite, on met du coup le tambour à cabestan dessus. On va faire un essai à blanc. Voilà, donc franchement, il faut vraiment forcer pour le rentrer. Donc une de mise. Je vous montrerai tout ça quand ça sera séché. Et ben c'est normal qu'elle ait une forme à moitié ovale comme ça. Ouais, j'ai un doute là. Ça me fout un peu bizarre ça. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Aïe aïe aïe, voilà. Donc je sais pas trop si vous pouvez voir ici. Le support de cabestan, il a une forme assez particulière, qui est assez, on va dire, excentrée. Donc est-ce qu'il y a une forme ou pas particulière à avoir dessus? Je sais pas. On continue. On enfonce, pareil, au-dessus de l'autre, comme ceci. Donc là, on voit que c'est une forme hexagonale qui reprend vraiment bien la forme. Donc il n'y a pas besoin de colle, de mettre de colle. Et voilà le petit mignon. Il est pas mignon le cabestan? Il est beau, Quel beau jojo. Donc voici l'un des cabestans mis. On passe au deuxième. Et puis voilà. Donc là on passe au tribord. Ici du coup voilà la partie plastique. Donc là on répète la même chose. Et puis bonus, c'est bon. Tout sera bon. Donc on prend une petite goutte. Pas trop, Faut pas que ça dépasse. On met ça dans le trou-trou. C'est trou-trou. Voilà. On le met derrière, à l'envers. Alors c'est normal ou pas qu'il soit à moitié... Je sais pas, peut-être que c'est normal. Voilà. On récupère, du coup, je peux le boucher. On récupère du coup l'autre partie du côté tribord. Du coup le tambour. Alors, attendez. Ça il faut bien prendre dans les mains comme ceci pour vraiment mettre centré. Et après il n'y a plus qu'à push. Voilà, en plus là il y va tout seul. C'est génial. Je sais pas du tout pourquoi. Est-ce qu'il y a une différence ou pas?
Bref, peut-être que c'est comme ça, c'est pas trop grave. Et ensuite, on le ferme avec son petit support de cabestan. Qui se met du coup dans ce sens-ci. Et voici. Et voilà. Donc voici le support de cabestan. Donc si on les place, alors s'il faut se placer au niveau des références, tribord, bâbord, tribord, tribord, droitier, tribord, bâbord, voilà ce que cela va nous donner à peu près. À peu près. On verra ça en fonction quand on mettra le reste. Hein. Ça donne déjà un petit aperçu. Tribord, droite, non. Si c'est bon. Ah, à moins que j'ai dû inverser, ça dépend du référentiel que l'on prend. Donc voilà. Nickel, du coup je vous retrouve tout à l'heure pour la fin. Oui, avant toute chose, du coup je voulais faire une autre petite vidéo. Donc la suite, hein, parce que j'ai envie de faire ça du coup tous les 5 numéros. Donc la prochaine ça sera au 10e. Donc vu comme on est en numéro 5. Et là j'ai plutôt envie de vous faire du coup ce que tout cela va ressembler pour l'instant tout ce que l'on a actuellement. Tout ce que l'on a actuellement. Donc déjà on a la partie supérieure du pont avant, la proue. Nous avons donc une autre partie de la coque, qui est bien ficelée celle-là. Nous avons ensuite l'hydravion, que je vous ai parlé donc de l'Arado 196, qui se situe juste ici. Que je vous ai fait une petite description, j'espère que celle-là elle vous aura plu. En essayant, j'essaie d'être un peu moins académique, ou je sais pas, j'essaie de trouver un truc qui soit un peu plus fun, j'espère, qui sera fun. Donc, ensuite nous retrouvons la coque de ce fameux Bismarck, avec les deux éléments de coque que je prenne. Donc celui-là, donc les voici les deux éléments. Donc ça va donner tac. Donc, je vais vous montrer l'assemblage plus tard. Bonsoir. Je les assemblerai plus tard. Ah, faut articuler. Ensuite, nous retrouvons du coup le fameux canon qu'on a montré au numéro 2, si mes souvenirs sont bons. Et les rampes de lancement. Les rampes de lancement qui sont juste ici. Et puis c'est tout. Voilà tout ce que nous avons construit déjà dans les 5 premiers numéros. Ça fait déjà une belle partie, hein. Je suis tout à fait content. Donc là je vais vous montrer un peu la coque, une partie de la coque, déjà pour l'instant. Hop, un bout de coque, un deuxième bout de la coque. Ah ouais, donc là il faudrait que j'ai bavure ici. Hein. J'ai des bavurages à faire ici, ça passe pas. Hein. Je m'en doutais, ça s'emboîte mal. Et voilà. Donc là on voit un bon gros dénivelé, c'est normal, hein, parce que là c'est pas assez bavuré. Et peut-être aussi que là aussi. Donc voilà un bout de la coque, ça fait déjà un sacré poids. Hein. À ce niveau-là, ça fait un beau petit poids. Hein. Nous retrouvons donc ensuite le pont avant qui va se mettre là. Donc là, il n'y a pas trop besoin de référentiel parce que... Enfin, si je peux vous montrer comme ça me dérange pas. Mais le truc, c'est que... Voilà, il y a une différence de décalage, c'est normal, hein, comme je vous le disais. Faut que j'évalue tout ça. Et puis voilà. Donc franchement, ça fait une belle... un beau petit devant. Hein. Une belle bestiole. Après, il sera hors cadre après derrière. Et comme on va se prolonger par là, il va avancer. Vous n'aurez plus revoir la suite. Hein. Ça va être drôle. Ça va être aussi une belle partie de montage, tout ça. Bon, allez, c'est parti du coup, la petite conclusion. Donc voici cet épisode qui est terminé. J'espère que du coup cette vidéo vous aura plu. Donc dans ce numéro-là, nous avons fait. Je pense que vous l'avez mieux vu au niveau de la caméra. Donc voilà, de toute façon je verrai un peu au rendu, au pire, donc voilà, ce dialogue sera supprimé. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si cette vidéo vous aura plu, laissez un pouce, un commentaire.
et abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné. Je vais parler. Si vous n'êtes toujours pas abonné. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, on montrera la coque. Enfin, une nouvelle partie. Celle-là va être costaud. Allez, à toutes!